Bonjour à toutes et à tous, je suis Florine Marie de l'ITAB. Je vais introduire ce webinaire. Juste avant de commencer, petite règle de bon usage de Teams et des webinaires. On vous demandera de désactiver vos micros et de bien veiller à les laisser désactivés tant que vous n'avez pas la parole pour la phase de questions. Vous pouvez mettre vos caméras si vous le souhaitez, mais aucune obligation. Et le webinaire est enregistré et sera rediffusé en replay sur YouTube. Donc, si jamais vous ne voulez pas qu'apparaisse votre tête ou votre voix, nous vous laissons évidemment désactiver vos micros et poser vos questions dans le chat et désactiver votre caméra. Merci. Pour commencer, vous pouvez poser toutes vos questions dans la conversation au fur et à mesure qu'elles vous viennent en tête ou alors attendre la phase de questions à la fin de chaque partie. On essaiera de centraliser les questions. N'hésitez pas à lever la main pour qu'on puisse donner l'ordre de parole plus facilement. Voilà, je pense que j'ai fait le tour des règles. Je vous propose donc de commencer officiellement le webinaire. Donc, nous sommes aujourd'hui réunis pour le webinaire de clôture du projet Alterspino qui visait à travailler donc sur la gestion des alternatives du Doryphore et de la drosophile dans un autre levier en pommes de terre bio, là, pour le Doryphore. Et donc, ce webinaire présenté avec les partenaires que sont la FNAB, le GRAB, l'ACPEL, Bio Bourgogne-Franche-Comté, l'ITAB, Agrobio 35, Bio Grand Est et Biocentre. Et donc, au programme de ce webinaire, nous allons vous présenter ce qu'on a travaillé dans le cadre d'Alterspino et comment est-ce que ce projet est né pour un peu comprendre le contexte de tout ça. On vous présentera ensuite sous un format un peu particulier, donc tout ce qui est lié à la biologie du Doryphore et aux leviers qu'on va mettre en place ou qu'on peut mettre en place en tout cas pour le gérer, donc les leviers alternatifs aux spinosades. Et on fera des focus particuliers sur les essais qui ont été menés dans le cadre du projet, donc à savoir sur les plans de piège et les plans de compagne, les luttes par traitement et biologique et la lutte mécanique, donc à la fois des essais qui ont été conduits en station et chez des producteurs, on vous le précisera. On vous présentera ensuite les outils qui seront disponibles à l'issue du projet et où est-ce que vous pourrez les retrouver. Et puis, enfin, les perspectives à l'issue de ce projet. Voilà. Et donc, je vais passer la parole à Cécile Blanc de la FNAB, chef de projet sur la partie Doryphore pommes de terre. Merci Florine. Donc en effet, Cécile Blanc, chargée de mission légumes et biodiversité à la FNAB. Et du coup, j'ai co-coordonné ce projet pour la FNAB avec ma collègue en charge des cultures pérennes à la FNAB. Et donc, je vais vous faire un petit point sur un petit peu le contexte qui a amené à ce projet. Donc tu peux passer à la slide suivante. Ouais, merci. Et donc, à l'origine du projet, du coup, un petit mot d'abord sur tout ce qui est Doryphore. Et donc, vous devez sûrement le savoir, mais du coup, c'est un coléoptère qui a été importé d'Amérique du Nord et qui est arrivé en France dans les années 20. Et donc, du coup, en cas de forte invasion, on peut observer un impact important sur les rendements. On a pu observer des rendements jusqu'à 60% quand il y a une forte invasion Doryphore, avec donc les larves qui mangent toutes les feuilles. Or, il y a quand même des surfaces importantes en pommes de terre, et bon, notamment en pommes de terre biologiques, ça représente 10% de la surface des légumes bio. Donc, du coup, les chiffres de l'agence bio de 2023 nous donnaient 4600 hectares de pommes de terre bio sur un total de 46 000 hectares de légumes. Et donc, du coup, c'est une question importante de pouvoir gérer ce ravageur de culture. Et jusqu'en 2019, il y avait donc le Novodor, qui est donc à base de Bacillus thuringiensis, qui a été retiré du marché, qui était beaucoup utilisé donc, pour lutter contre le Doryphore en agriculture biologique, et qui a été retiré du marché en 2019 pour des raisons économiques. Donc le fabricant n'a pas fait la demande de renouvellement d'homologation de la substance active au niveau européen, et donc du coup il a disparu du marché français.
Et la seule alternative viable en bio en cas de forte infestation et sur des surfaces assez importantes restait le spinosade. Je vais passer à la slide suivante. Et or, en 2018, on a donc eu un rapport de l'EFSA, donc l'Agence européenne de sécurité des aliments, qui a préconisé une classification du spinosade en catégorie de reprotoxique et a demandé sa clarification de son potentiel de perturbateur endocrinien, donc sur les impacts sur la santé humaine. Et par ailleurs, il y a des impacts du spinosade qui sont connus sur la biodiversité non cible, donc notamment sur parasitoïdes, les abeilles et les organismes aquatiques. Et donc tout ça a fait que on s'est posé la question de trouver des alternatives au spinosade, donc à l'époque où le Novodor était plus présent sur le marché. Et donc pour ça, on a fait une enquête au sein du réseau FNAB, parce que du coup c'est comme le spinosade étant un insecticide large spectre, il y a beaucoup de ravageurs qui peuvent être touchés par le spinosade et beaucoup de cultures aussi. Donc on a fait une enquête pour pouvoir identifier les principaux usages du spinosade en arboriculture, maraîchage et viticulture, en regardant les niveaux de dépendance des agriculteurs au spinosade pour les différentes productions et les alternatives qui sont déjà testées sur le terrain. Et ça nous a amené à prioriser des couples production-ravageurs en fonction du degré d'usage et d'impasse technique. Et donc on en a identifié 4 principaux, donc 2 en arbo et 2 en maraîchage, donc en arbo Drosophila Suzuki sur cerises et petits fruits, Antonome sur pomme poire, et en légumes, donc le Doryphore sur pomme de terre et la mouche du chou sur chou. Passer à la slide suivante, merci. Et donc depuis ça, c'était à l'origine du projet, donc du coup qui a été déposé en 2022. Et depuis, il y a un rapport de l'EFSA en 2023 qui a écarté la classification du spinosade en perturbateur endocrinien et donc les risques pour la santé humaine. Donc là, il y a une nouvelle homologation qui est prévue en cette fin d'année, en octobre 2026. Et donc, du coup, on va voir quelles sont la conclusion sur l'utilisation de cette substance au niveau européen. Donc, même si le spinosade est utilisé en dernier recours, et hors période de floraison. Donc je vous mentionnais tout à l'heure son impact sur la biodiversité non cible et qui demeure une préoccupation pour certains agriculteurs et agricultrices. Donc du coup, ça reste important de garder un panel de pratiques pour pouvoir gérer le doryphore en alternative au spinosade. Et l'autre actualité, c'est que du coup, depuis 2025, il y a un retour du BT en France à travers une dérogation 120 jours du coup pour le Novodor l'an dernier et cette année. Et en parallèle, une nouvelle demande d'homologation qui a été faite, qui est en cours au niveau européen, donc avec l'espoir de pouvoir que ce produit revienne durablement sur le marché français. Passer à la slide suivante. Merci. Et donc, du coup, dans tout ce contexte, le projet Alterspino donc, a visé à tester des produits et pratiques alternatives en station expérimentale et en situation de production. Donc, c'est un projet qui a un volet sur l'arbo, donc sur cerises et petits fruits sur Drosophila Suzuki, mais dont on ne parlera pas aujourd'hui. Et donc, en se concentrant sur le doryphore, donc plusieurs pratiques et produits ont été testés. Vous pourrez les découvrir tout au long de ce webinaire. Et en parallèle, une recherche bibliographique continue pour essayer de combler les trous de connaissances qu'on pouvait avoir et des ateliers d'experts dans l'idée de rassembler l'ensemble des connaissances qu'on a à ce jour sur le doryphore, sur son cycle de vie, sur les moyens d'action aux différents stades de développement et sur les impacts sur la biodiversité de ces différentes pratiques. Et enfin, diagnostic de situation des usages auprès d'agriculteurs, agricultrices, conseillers, conseillères. Et donc ça, en fait, c'est un travail d'enquête auprès de ces acteurs destiné à connaître les freins et leviers à l'adoption de nouvelles techniques et donc qui a permis de mieux cadrer les livrables qui vont ressortir de ce projet pour qu'ils soient le plus utiles possible aux différents acteurs.
Et donc, en résumé, le projet Altersfino, donc c'est financé dans le cadre d'Ecofito 2+, ça a duré un peu plus de 3 ans, et donc ça se finit dans quelques jours. Donc, comme on l'a dit, c'est la FNAB qui a piloté le projet et les différents partenaires sur la partie de Dorifort pommes de terre. C'est donc 4 groupements d'agriculteurs biologiques du réseau FNAB, donc Bio Bourgogne-Franche-Comté, Bio Grand Est, AgroBio 35 et Biocentre, 2 centres d'expérimentation, le GRAB et l'ACPEL, et un institut technique, l'ITAB. Et donc aujourd'hui, donc comme vous l'a commencé à vous le présenter Florine, il s'agit de vous présenter les résultats de ce projet à travers donc du coup un fil rouge qui va être le cycle et de vie et la biologie du dorifort. Et à chacun de ces stades de développement, on va vous présenter les différents leviers pour lutter contre ce dorifort. Et en particulier, on va faire des petits focus sur les essais qui ont été menés dans le cadre du projet. Voilà, et je laisse la parole à Marie d'AgroBio 35 qui va vous présenter le cycle du dorifort et les différents stades de développement. Voilà, donc Marie-Vincent d'AgroBio 35, je vais prendre la main pour vous parler du dorifort et pour que mes collègues et moi-même on puisse vous présenter toutes les alternatives qui ont été testées dans le cadre du projet. Donc d'abord, pour bien gérer un bioagresseur, il faut bien connaître son cycle de vie. Et donc un petit rappel sur le cycle de vie du dorifort. Donc, comme Cécile le disait, c'est un coléoptère. C'est un coléoptère qui va émerger au printemps dès que le sol se réchauffe. Et donc, les adultes, j'en parlerai à la fin du cycle, mais du coup, les adultes qui sont en diapause l'hiver vont émerger du sol à la recherche de nourriture et d'un partenaire pour se reproduire. Et donc, les femelles vont pondre des œufs. Donc on est toujours au printemps pour le premier cycle, en sachant qu'une femelle de dorifort, elle peut pondre jusqu'à presque 1 millier d'œufs, donc ça peut être assez important en termes de multiplication. Voilà, c'est important à avoir en tête. Les œufs, si vous les avez déjà vus, ce sont des petits œufs oranges qui sont fixés sous les feuilles de pommes de terre, dans le cas de la culture de pommes de terre. C'est des œufs qui ressemblent pas mal aux œufs de coccinelle, d'ailleurs. Ils sont un peu plus orangés, mais voilà. De ces œufs émergent des larves. Et donc, les larves de dorifort, elles se développent en 4 phases, donc 4 stades larvaires qu'on appelle L1 à L4. Et ce développement larvaire, il va durer jusqu'à un peu plus de 3 semaines selon les périodes et la température. Et donc, comme on le disait, ce sont les larves principalement qui se nourrissent des feuilles de pommes de terre et qui vont être responsables des dégâts. Donc voilà, et ces larves avec entre chaque phase larvaire une mue et donc qui sont plus ou moins grosses. Et donc le dernier stade larvaire va rentrer en nymphose pour redonner des adultes. Cette nymphose, elle se fait dans le sol et elle dure jusqu'à 2 semaines. Toujours pareil, ça dépend un peu des conditions météo. Et de ces nymphes vont émerger des nouveaux adultes. Et donc, selon les zones en France et la météo de l'année aussi, on va avoir en moyenne 2 cycles des dorifores et on peut avoir jusqu'à 3 cycles dans certains secteurs. Et il faut savoir que ces adultes, donc, quand on approche de l'hiver, ils vont plutôt rentrer, plutôt que de retrouver un partenaire et se multiplier à nouveau, ils vont plutôt rentrer en diapause. Et donc, la diapause se fait dans le sol. Mais je pourrais en reparler après. Donc voilà pour le récap du cycle. Si on rentre un petit peu dans le détail, donc je veux bien la slide suivante. Donc on va reprendre ces phases du cycle pour pouvoir vous expliquer un peu les différentes stratégies, comment est-ce qu'elles peuvent se coordonner par rapport au cycle du dorifort. Donc d'abord, si on reprend la phase d'émergence, donc le réveil des dorifores à la sortie de l'hiver. Donc, comme je le disais, en fait, à la sortie de l'hiver, le sol va se réchauffer progressivement. Et donc, si vous vous souvenez bien, les adultes de dorifort, ils sont en diapause dans le sol. Donc,
quand le sol va atteindre une certaine température, on dit souvent que c'est quand la température est supérieure à une dizaine de degrés, mais on va avoir une émergence qui se répartit dans le temps. Les dorifores vont petit à petit émerger et en fait, après ce long sommeil hivernal, ils vont se mettre à la recherche de nourriture. Un point important à savoir sur les dorifores qui émergent, c'est que tant qu'ils n'ont pas mangé, ils ne peuvent pas voler. Et donc, on va avoir des dorifores qui sont affamés et qui ont plutôt un déplacement terrestre. Voilà. Et donc, leur première recherche, ça va être vraiment de la nourriture. Et quand ils se sont nourris, ils seront matures sexuellement pour se reproduire. Et donc, ils vont ensuite s'accoupler et se reproduire. Si les conditions sont favorables, donc qu'on a une température et une hygrométrie suffisante, on va avoir un délai très court entre l'émergence et la ponte des femelles, qui peut être d'une semaine à peine. Donc clairement, les printemps favorables, le dorifort, il ne nous attend pas pour se multiplier et se répandre dans les parcelles. Voilà. Et donc, cette première phase, la phase d'éveil des dorifores, c'est vraiment une phase importante parce que c'est une phase où on peut avoir les premières actions pour gérer le dorifore. Et donc, qu'est-ce qu'on peut mettre en place à cette période-là? Donc, comme on le disait, et ce qu'il faut vraiment se rappeler, c'est que ces dorifores qui émergent au printemps, leur première recherche, ça va être de la nourriture. Et ils ne peuvent pas voler tant qu'ils n'ont pas trouvé de nourriture. Donc, en fait, les actions qu'on pourrait avoir pour limiter le développement de ces dorifores émergents, ça va être de limiter leur accès à la ressource alimentaire. Concrètement, s'ils ne trouvent pas de pommes de terre, ils vont pas pouvoir se multiplier et continuer leur cycle de vie. Donc, on en reparlera un petit peu à la fin du cycle, mais ça va être des choses comme gérer les repousses de pommes de terre, détruire donc toutes les repousses qu'il pourrait y avoir sur les parcelles adjacentes, éloigner les cultures, bien respecter les rotations. On sait que c'est plus ou moins facile à faire selon les conditions sur chaque ferme. On va pouvoir aussi mettre en place des systèmes de barrières physiques. Donc ça s'appuie vraiment sur le critère de déplacement terrestre des dorifores qui émergent. Donc l'idée, en fait, c'est que ces dorifores, ils vont émerger d'une parcelle de pommes de terre ou en tout cas des bords de parcelles des pommes de terre de l'année précédente. Et on peut essayer de les piéger avant qu'ils atteignent la culture de l'année. Et donc l'idée, c'est de creuser un fossé en bordure de parcelle avec des conditions sur ce fossé qui ont été étudiées et qu'on retrouve dans la bibliographie. Voilà. Et de bâcher ce fossé, comme ça les dorifores qui ont un déplacement terrestre vont tomber dedans et ne vont pas pouvoir en ressortir. Et donc ça, vous comprenez, ça va dépendre de la période d'émergence des dorifores. Il faut que ce soit fait avant que les premiers adultes émergent. Donc selon les secteurs géographiques en France, c'est plus ou moins tôt. On peut aussi jouer sur un effet répulsif de ces adultes émergents, avec l'idée de brouiller un peu le message alimentaire que pourraient émettre des pommes de terre, en mettant des cultures qui peuvent être répulsives. Alors, il faut savoir que dans la bibliographie, on trouve plusieurs infos sur des cultures qui ont un effet supposé répulsif. J'en parlerai un petit peu après. Ces infos, on les retrouve assez peu dans la partie technique et sur le terrain. Donc voilà, ça c'est une deuxième idée. Et une autre idée, ça serait d'avoir un effet à l'inverse attractif et de de piéger ces dorifores émergents pour pouvoir les détruire sur une bande piège ou en tout cas sur les plantes sur lesquelles on l'aurait piégé. Donc vous le comprenez bien, en fait, toutes ces stratégies, elles vont être à mettre en place assez tôt, avant l'émergence des dorifores, pour commencer la bataille, en fait, avant la plantation et ces différentes méthodes qui vont permettre de limiter la multiplication des dorifores émergents.
je vais vous parler maintenant des choses qu'on a testées dans le cadre du projet Alterspino. Donc, on a testé un peu les deux derniers effets dont je vous parlais, l'effet attractif et l'effet répulsif. Donc d'abord, l'effet répulsif, on avait pas mal de retours sur notamment des témoignages d'agriculteurs et d'agricultrices qui utilisaient du lin bleu qui est supposé avoir un effet répulsif sur les dorifores. Et donc l'idée dans le projet, ça a été de mettre en place du lin bleu pour repousser les dorifores émergents. Et donc, comment on a mis ça en œuvre? On a semé du lin en même temps que la plantation des pommes de terre. Selon les sites où ça a été testé, donc ça a été testé uniquement chez des agriculteurs et des agricultrices dans le cadre du projet. Selon les sites où ça a été testé, le semis du lin a été fait soit en bordure de parcelle, soit dans les interrangs, soit même parfois en plein sur la parcelle de plantation de pommes de terre. Voilà, on a respecté, on va dire, les conseils de densité de semis qui sont donnés pour le lin. Donc, on était à une densité de 5 grammes au mètre carré. Selon les sites, le lin a pu être arrosé au semis pour favoriser sa germination. Donc voilà un petit peu sur la mise en œuvre du lin. Donc vraiment semer en même temps que la plantation des pommes de terre, ou à un jour de différence, mais en tout cas à cette période-là. Donc on va dire qu'on est sur le printemps pour le semis du lin. Ce qu'on a constaté sur les sites qui ont testé cette technique, c'est que le lin il s'est développé beaucoup plus lentement que la culture de pommes de terre. Et ce qu'on observe et ce qu'on a voulu illustrer avec la photo là qu'on vous partage, c'est qu'en fait le lin faisait autour d'une dizaine de centimètres en fait quand on a observé les premiers dorifores sur la culture. Et donc ce qu'on ne sait pas bien, ce qu'on ne trouve pas dans la bibliographie, c'est quelle est la partie du lin qui peut avoir un effet répulsif. On suppose que c'est peut-être plutôt la fleur ou en tout cas la plante quand elle est un peu plus développée. Et du coup, on constate en tout cas que la plante ne se développe pas assez vite par rapport à l'arrivée des dorifores. Et en plus de ça, selon les sites, et notamment les sites qui avaient choisi de mettre le lin dans l'interrang ou en plein, le lin est détruit lorsqu'on fait des passages mécaniques sur les pommes de terre, et c'est une culture qui est quand même plutôt mécanisée, notamment pour la gestion de l'enherbement ou encore pour buter les pommes de terre. Donc voilà pour les premiers constats. Si je peux avoir la slide suivante. Et donc, pour les résultats, donc, on a eu des suivis des populations de dorifores, que ce soit sur les pommes de terre qui étaient entourées ou au milieu du lin, et sur des pommes de terre où il n'y avait pas de lin, parce qu'on voulait observer s'il y avait vraiment un effet répulsif ou pas. Et on n'observe pas, en tout cas dans le cadre de ces essais, l'effet répulsif, sur aucun des sites qui a pu tester cette technique. Pour vous donner un peu des informations de faisabilité de cette méthode-là, on a un coût qui reste assez limité parce que ça dépend de quelle surface on sème en lin, mais en tout cas, on a un coût qui est assez limité des semences en lin. On peut avoir un coût, en tout cas en main-d'œuvre, qui est assez important sur la phase de semis du lin. Mais voilà, ça dépend des équipements de chacun. Et puis sur la satisfaction, un peu les retours des producteurs, en tout cas sur cette technique-là, le retour principal, c'est qu'ils n'ont pas observé d'efficacité. Donc forcément, il est quand même plutôt mitigé, ce retour, on va dire. Mais sinon, sur la mise en œuvre de la technique, ils sont quand même plutôt positifs sur le fait que c'est pas forcément contraignant à mettre en place. Après, il faut savoir que les sites où ça a été testé, c'était des sites où c'était plutôt des petites surfaces de culture de pommes de terre. En tout cas, on est en dessous de 5000 m² de pommes de terre. Et donc, c'est des fermes qui sont plutôt habituées à travailler avec des plantes de service, notamment. Un effet positif sur la biodiversité, parce qu'en plein été, le lin était en fleurs et donc ça attire pas mal d'autres insectes, notamment des pollinisateurs. Et puis quand même une contrainte majeure sur les opérations mécaniques sur la pomme de terre, puisque le lin est détruit. Donc là, dans le cadre des essais, en tout cas, c'était pas du tout satisfaisant. Donc cette méthode, elle a été testée en 2024 et en 2024, on a eu des conditions météo qui n'étaient pas forcément hyper favorables et on aurait voulu la retester, notamment en essayant peut-être de semer le lin un peu plus tôt, mais on n'a pas pu le tester parce que les sites, en tout cas, où ça pouvait être mis en place, on ne pouvait pas lever les contraintes qu'on avait observées.
Donc voilà, constat plutôt mitigé. Et en tout cas, nous, on n'a pas observé d'efficacité de répulsif du lin. Je vais vous parler maintenant de l'effet attractif. Donc, on s'est dit que, à l'inverse, on pouvait essayer de piéger les doryphores sur une culture qui était plus attractive que notre culture de pommes de terre, dans l'idée de les gérer sur une surface beaucoup plus réduite. Et donc, en cherchant qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place comme méthode, en fait, on a constaté que c'était la pomme de terre qui était quand même la culture la plus attractive pour les doryphores. Et donc, on choisit d'utiliser des pommes de terre comme plantes pièges pour mettre en place cette méthode. C'est pareil, c'est une méthode qu'on a testée uniquement chez des agriculteurs qui étaient impliqués dans le projet. Comment est-ce que ça a été mis en œuvre sur les fermes? Donc, l'idée, c'est de planter un rang ou en tout cas une surface réduite de pommes de terre qui vont jouer le rôle de cette culture piège. Et pour être sûr que ça attire les doryphores avant qu'ils se répandent sur le reste de la parcelle, c'est des pommes de terre qui sont plantées au moins 2 semaines avant la culture principale. Dans le cadre des essais chez les producteurs, on a choisi en plus de mettre des pommes de terre primeurs parce que ça permet de gagner aussi en précocité puisque c'est des pommes de terre qui ont un cycle beaucoup plus court. Les pommes de terre, ces pommes de terre qui servent de plantes pièges, elles sont plantées en bordure de parcelles. Et l'idée, c'est qu'elles soient placées du côté où les adultes émergents vont arriver, donc entre la parcelle de l'année et la parcelle de l'année précédente, puisque les adultes émergents, on suppose qu'ils émergent plutôt des parcelles de pommes de terre des années précédentes. Donc voilà, cette bande piège, elle est plutôt en bord de parcelle. Et pour augmenter encore plus la précocité, on a aussi essayé de voiler avec un voile de forçage type P17 ces pommes de terre qui sont utilisées comme plantes pièges pour gagner en précocité. Et ce voile, il est principalement intéressant dans les années où les conditions climatiques elles sont peu favorables. Quand on a un printemps un peu frais et humide et qu'on met en place des pommes de terre 2 à 3 semaines avant la culture principale, souvent ça peut être intéressant de les voiler pour être sûr qu'elles se développent et pas perdre cet effet précocité. Et sur cette bande piège, il y a une gestion des doryphores parce que c'est une méthode qui ne peut pas fonctionner toute seule, hein, parce que si on les attire mais qu'ils se multiplient, c'est plutôt embêtant. Du coup, il y a une méthode curative qui est utilisée sur cette bande piège pour gérer et éliminer les doryphores. Donc, les constats sur cette méthode-là, on a bien observé un effet attractif de notre bande piège et notamment de ces pommes de terre précoces qui se sont développées plus vite. Donc, l'efficacité, elle est plutôt validée. On a une arrivée des doryphores qui est de 1 semaine à 10 jours plus précoce sur ces plantes précoces qui sont plus développées. Et on a une efficacité de la méthode si elle est utilisée dans sa globalité avec une méthode curative sur cette bande piège pour éliminer les doryphores et éviter leur multiplication. Sur le coût, on va dire, de la méthode et de la mise en œuvre de cette méthode-là, on n'a pas un coût supplémentaire à la mise en place de pommes de terre. Forcément, il faut acheter des plants et les planter, mais on n'a pas forcément une gestion supplémentaire. On peut avoir un coût supplémentaire si on utilise un voile. Et notamment le voile, l'inconvénient, c'est que c'est toujours pareil. Sur une culture mécanisée, on va être obligé de retirer le voile pour éventuellement désherber ou buter. Et donc, il peut y avoir des opérations d'enlever et remettre le voile. La satisfaction des producteurs sur cette méthode-là, elle est plutôt bonne. Et c'est des producteurs qui vont continuer d'utiliser cette méthode-là. Donc, c'est pas une méthode qui est forcément contraignante et qui est plutôt intéressante. Ça leur a permis, en fait, vraiment de manière vérifiée, de réduire leur surface d'observation et de traitement pour les doryphores. Donc ça, c'est ce qui est plutôt satisfaisant. Et donc voilà, le constat global sur cette méthode, mais je le répète, c'est une méthode qui fonctionne que si on gère les doryphores sur cette plante piège.
voilà pour ces méthodes-là. Donc, on a un premier petit temps de questions avant de passer au reste du cycle. Du coup, la première question, c'était, enfin, c'est pas que pour toi forcément, Marie, mais en tout cas, est-ce qu'il y a une différence visuelle entre les œufs du Doryphore et les œufs de coccinelle et comment est-ce qu'on peut les distinguer? Alors, on n'a pas forcément mis de photos là dans le webinaire, mais il y aura différents éléments de communication autour du projet et on a fait un focus sur la différence entre les deux. Les œufs de coccinelle sont normalement un peu plus clairs, mais effectivement, c'est pas le plus facile à repérer. Et la différence se fait vraiment à force, on va dire, à l'œil. J'allais Et dire, Luc du Gap 44 ah précise oui, dans la conversation en effet que les œufs de coccinelle sont un peu plus désordonnés, enfin que les coccinelles sont un peu plus désordonnées dans leur manière de ranger les œufs également. c'est ça. Et vraiment, enfin, globalement, si quand on voit des œufs sur une culture de pommes de terre et qu'on a vu des doryphores adultes, on est quand même plutôt sûr que c'est des doryphores, enfin c'est des œufs de doryphores. Et de manière générale, alors je ne vais pas dire qu'il faut détruire les œufs de coccinelle, mais il vaut mieux gérer les œufs et voilà. Dans la distinction, les œufs de doryphore, c'est vraiment typique. Ça fait vraiment des petits paquets d'une cinquantaine à une centaine d'œufs qui sont vraiment très bien rangés. Et effectivement, ça peut être la différence avec les coccinelles. Mm. Il y a deux autres questions que je vais te poser en même temps. La première, c'est sur une distance minimale entre deux champs, même si on va en parler plutôt à la fin du cycle. Donc, si la personne qui se pose la question veut bien patienter un petit peu, on va pas spoiler. La seconde, c'est sur, en revanche, les méthodes de gestion sur la bande piège. Tu as parlé de les attirer sur la bande piège et ensuite de les gérer sur cette bande-là. Comment est-ce que vous les avez gérés? C'est vrai, je ne l'ai pas redit. Donc, c'est une méthode qui a été testée chez plusieurs producteurs au fil des 3 années du projet. Chez deux d'entre eux, en tout cas, c'était une gestion manuelle. Donc, en fait, les doryphores sont détruits. Il y a des passages réguliers. Les doryphores sont détruits à la main. Faut savoir que c'est sur des petites surfaces de pommes de terre. Donc, c'est pour ça aussi que la méthode correspond. Et sinon, sur les autres sites, c'est plutôt avec une lutte phytosanitaire. Donc, en l'occurrence, la première année, c'était avec du spinosade. Et depuis 2000, la deuxième année aussi. Et depuis l'année dernière, c'est avec du novodor. Et du coup, dernière petite question sur ce sujet. Est-ce que lorsque les pommes de terre enfin, se développent à côté, est-ce qu'elles arrivent malgré tout ou est-ce que c'est assez efficace? Est-ce qu'il n'y a pas un effet plusieurs salves sur la parcelle? Alors, c'est ce que je disais, ça dépend vraiment de l'efficacité de la méthode curative qu'on va utiliser et de la qualité de l'observation et du suivi de la bande piège. En fait, l'objectif, c'est vraiment, comme ça, l'effet attractif, on ne le remet pas trop en question, ça fonctionne. Mais il faut vraiment bien surveiller cette bande piège et détruire les doryphores quand ils arrivent sur cette bande piège. Et donc, ce qu'on a comme constat, c'est qu'avec une gestion plutôt suivie, alors on n'est jamais 100% dans la destruction des doryphores, mais avec une gestion plutôt suivie, on a une propagation des doryphores sur les quelques rangs à côté de la bande piège, mais pas sur l'ensemble de la parcelle. Donc, c'est plutôt satisfaisant. Et vraiment, la clé, c'est la qualité de la gestion des doryphores sur cette bande piège. Et donc, bon, on pourra en parler après avec les méthodes qui vont être présentées après, mais ça dépend vraiment de la méthode qu'on utilise et il faut maîtriser la méthode qu'on utilise pour détruire les doryphores. Et normalement, toutes les autres questions seront abordées dans la suite du webinaire. Et Luc, je vois que tu as gardé ta main levée. Est-ce que tu avais une précision peut-être? La main est baissée. Très bien. Je vous propose donc de poursuivre. Donc, je vais reprendre l'histoire de notre petit doryphore. Donc, on suppose que on n'a pas forcément mis en place de gestion, en tout cas au printemps, quand ils émergent. Et donc, les doryphores, ils vont trouver pour s'alimenter et ils vont se reproduire.
Donc, c'est ce qu'on disait, c'est assez important. Les femelles, elles peuvent pondre jusqu'à 800 œufs, donc en petits paquets là sous les feuilles. Donc, potentiellement, ça fait une multiplication qui peut être très rapide. Les larves vont émerger de ces œufs et elles vont être affamées, elles aussi. Et pour se développer, de toute façon, il faut qu'elles mangent. Et donc, les larves, elles peuvent consommer tout au long de leur développement, elles peuvent consommer jusqu'à 40 cm² de feuillage. Donc, c'est quand même assez important. Elles se nourrissent jour et nuit, donc c'est vraiment leur occupation principale, et c'est pour ça que c'est problématique. On observe aussi certains comportements qui vont favoriser leur développement, notamment un comportement de cannibalisme sur les premiers stades larvaires, avec les premières larves, donc les larves L1, qui peuvent manger les œufs qui n'ont pas éclos. Euh, voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que forcément, dans ce développement entre les œufs et le dernier stade larvaire, il y a une mortalité naturelle. On le disait, tous les œufs ne vont pas forcément donner des larves, et petit à petit, les larves, il va y avoir une mortalité naturelle par rapport aux conditions climatiques, etc., qui va faire qu'il va y avoir un peu de mortalité. Ce qu'on observe, mais ça paraît assez logique, c'est que les premiers stades larvaires sont les plus sensibles à cette mortalité-là. Quand on arrive plutôt vers les stades L3, L4, qui sont les derniers stades larvaires, là, on a des larves qui sont plutôt costauds et qui vont manger beaucoup et qui vont être plus difficiles à gérer. Donc, vous le voyez, ce développement larvaire, on le disait, ça peut durer jusqu'à 3 semaines, je crois, entre les œufs, c'est ça, entre les œufs et les larves. Et en fait, on va avoir une évolution exponentielle des dégâts. Et c'est très important de réagir assez vite pour éviter qu'on arrive à ces stades larvaires L3, L4, qui sont les stades les plus voraces et qui vont donner les adultes de la génération suivante. Donc, sur les méthodes de gestion à ce stade-là, il va y avoir plusieurs choses. Je veux bien la slide suivante. Et comme je le disais, par rapport à un développement qui peut être assez rapide et la quantité d'œufs qu'il peut y avoir et donc de larves potentielles, il faut vraiment avoir une gestion qui est très rapide et très efficace. Et cette gestion efficace, elle passe en premier lieu par l'observation. Et donc, il va être important au printemps de surveiller les pommes de terre et de repérer les foyers, que ce soit d'œufs ou de larves. Et donc, on dit qu'on déclenche les traitements. On va en parler, ça dépend des traitements, mais en tout cas, la lutte phytosanitaire, on la déclenche dès qu'on observe 2 foyers de larves sur 1000 m². Donc, vous voyez que le seuil il est assez bas, et c'est justement parce qu'on a un développement qui peut être très vite exponentiel et une explosion de la population qu'on a un seuil qui est assez bas et qu'il faut réagir très vite. Les méthodes de lutte, du coup, sur cette phase, si malgré tout on a des larves qui se développent sur notre culture, on peut avoir de la lutte biologique, donc que ce soit avec des bactéries, des nématodes ou même des champignons. Et on va pouvoir vous parler en particulier des nématodes entomopathogènes ou de bactéries qui vont avoir un effet aussi sur nos larves. On peut avoir une lutte par des traitements phytosanitaires. Donc, on le disait, celui qu'on connaît et qui, pour le moment, est pas mal utilisé, notamment le spinosade. Et on peut aussi avoir une lutte mécanique ou semi-mécanique avec une machine qui va collecter les doryphores. Donc, il y a une machine qui a été développée par l'atelier paysan dont on va vous parler aussi, qui s'appelle le Landoryphore. Et il existe même des machines qui sont tractées, qui peuvent aussi avoir cet effet de collecter les larves sur les cultures de pommes de terre. Et donc là, vraiment, l'enjeu, c'est ne pas laisser exploser la population de doryphores pour limiter les dégâts et limiter aussi les populations pour la suite.
Et je laisse la main à Samuel qui va vous présenter les différentes méthodes curatives qui ont pu être testées dans le cadre du projet. Oui, bonjour à tous. Donc Samuel, chargé d'expérimentation à l'ACPEL. Moi, je vais vous présenter les résultats d'essais des stations du Grabe et de l'ACPEL par rapport à la lutte au niveau des larves de doryphores. Donc, nous avons testé différents produits. Notamment, comme à l'ACPEL, on est une station BPE, ce qui nous a permis de tester des produits qui ne sont pas encore autorisés aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que dans le tableau que vous avez présenté, voilà, il y a des produits qui sont autorisés et d'autres non. Donc, nous avons testé la caféine à 2 doses différentes, 1,5% et 0,75%, donc lors de 2 années d'essai. Ensuite, la tanésie, on l'a testée sous 4 formes: huile essentielle, macération dans l'eau, macération dans l'alcool et décoction. Nous avons testé aussi le spinosad, donc le Success 4, lors de 3 années d'essai, puisque c'est aussi ce qui nous permet de faire, c'est une de nos références dans les essais, donc à la fois à l'ACPEL et au Grabe. Ensuite, on a testé donc les nématodes, Sternerma carphosae, donc à 3 doses différentes, 3 milliards, 1,5 milliard et 0,75 milliards, donc lors de 3 années différentes, voilà. Une bactérie, donc le Bacillus thuringiensis, le novodor, donc à 5 litres hectare, donc qui est une autre référence de nos essais. Et on a pu tester aussi le limocide, qui est une huile essentielle d'orange douce. Diapo suivante. Donc voilà, je vais vous montrer très rapidement notre dispositif expérimental. Donc nous, une des difficultés pour trouver les parcelles, c'est qu'on veut des témoins qui sont non traités. Et donc on fait des plans en randomisation par bloc parce que les blocs sont choisis en fonction de la pression des doryphores à la première notation avant le premier traitement. Et donc à la suite de ça, les pontes supplémentaires qui ne sont pas forcément réparties de façon homogène, elles ont été comptées pour comprendre les résultats suivants, mais par contre, elles ne seront pas présentées. Et donc, on a fait 2 types de notation. Donc, comme vous pouvez voir sur la photo, la plus grosse photo à droite, on a fait à la fois des comptages de larves, donc L1, L2, L3, L4, mais aussi un pourcentage de défoliation sur les plantes. Malheureusement, on n'a pas toujours pu aller jusqu'au bout au niveau de la défoliation, parce que comme je vous ai mis une petite photo de mildiou, ce qui a, sur certains essais, impacté nos résultats, puisqu'on avait plus de mildiou que de défoliation due au doryphore. Donc, quand on regarde après, nous, ce qu'on cherchait, c'est d'avoir dans nos témoins un nombre moyen de larves élevé pour vérifier l'efficacité des produits testés. Donc, pour une évolution idéale dans nos essais, en fait, ce qu'on cherche, c'est que quand on voit sur le graphe, c'est que les populations de L1 et L2, elles augmentent assez fortement la première semaine pour diminuer ensuite. Donc, soit elles évoluent en L3, L4, soit il y a une mortalité naturelle. Et pour ensuite, justement, avoir des L3, L4 qui stagnent au bout de 15 jours, 3 semaines, et ensuite une chute normale des populations. Donc, nos notations ont été faites sur 10 plantes. Et pour l'ensemble des essais, on avait normalement 4 traitements qui ont été faits après 20 heures pour avoir une humidité relative forte, 75%, et une température qui soit toujours autour des 20 degrés. Donc, quand on regarde le diapo suivante, les résultats d'essais, notamment sur l'essai 1, donc sur la gauche, vous avez l'évolution du nombre moyen de larves, L3, L4, donc par rapport à nos plantes. Donc, la courbe noire, c'est la courbe du témoin. Donc, on peut voir que l'extrait alcoolique de tanésie et le purin de tanésie, ils ont exactement la même cinétique que le témoin, donc on voit qu'il n'y en a pas d'efficacité de ces 2 produits. Quand on regarde l'huile essentielle, on voit qu'on a même une population supérieure de doryphores, mais ça c'est ce qui peut être dû au fait qu'on a eu plus de pontes après le début de l'essai. Et donc
qui montre que l'huile essentielle, elle aussi, n'a pas d'efficacité. Et quand on regarde ensuite la courbe verte, on voit une population stable et très faible de L3-L4 pour la caféine. Donc là, on voit une efficacité de la caféine par rapport à sur l'attaque de l'arbre. Et par rapport à la décoction, on se pose des questions sur cet essai puisque en fait, au tout départ, on ne voit pas d'évolution des populations, mais en fin d'essai, on voit une augmentation. Donc, en cette première année d'essai, on ne peut pas conclure par rapport à la décoction. Et quand on regarde ce qu'on voit sur le graphe donc, de droite par rapport à la défoliation, eh bien, même si on n'a pas de différence significative, ce qu'on voit bien, c'est qu'on revoit les mêmes tendances qu'au niveau de l'évolution des larves. C'est-à-dire, comme on avait beaucoup plus de larves dans le témoin, sur l'huile essentielle que dans le témoin, eh bien, on a plus de défoliation. Et la caféine, on a très peu de défoliation. Ce qu'on peut dire par rapport à cet essai-là, c'est que la caféine présente les meilleurs résultats sur la défoliation et sur le nombre moyen de larves qui reste constant sans augmenter. Quand on regarde les résultats de l'essai 2, eh bien, on a voulu savoir, on a retesté la décoction de Tanésie pour savoir justement si elle avait une efficacité. Et ce qu'on peut voir, c'est que de la même manière que pour l'huile essentielle dans le premier essai, eh bien là, on voit qu'on a une forte proportion de larves au niveau de la Tanésie, ce qui montre que la Tanésie n'a pas d'efficacité au niveau sur les larves de doryphore. Donc, dans cet essai, on voit donc notre témoin est toujours en noir. Malheureusement, on voit qu'on a une chute très rapide des larves L3 L4 qui n'ont pas pu permettre de bien conclure sur cet essai. Mais ce qu'on peut voir, c'est que le novodor, quand même, a une population très faible de larves L3 L4. Donc, on peut dire que le novodor a une efficacité au niveau de cet essai. Quand on regarde la caféine, donc en vert foncé, c'est la caféine pleine dose, et en vert clair, la caféine demi-dose. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une augmentation des larves sur la caféine demi-dose. Donc on voit bien que si on veut avoir un impact sur les larves de doryphore, il faut rester à une dose pleine et pas une demi-dose. Et par rapport au lymocide, se pose la même question que par rapport à la décoction de la Tanésie par rapport au premier résultat d'essai, puisque au départ, on a une faible population et ensuite, on a une augmentation enfin, ce qui pose la question de l'efficacité du lymocide qu'on ne peut pas conclure dans cet essai. Troisième essai, donc là, on a une forte, donc sur notre témoin qui est toujours la courbe noire. Eh bien, on voit qu'il y a une forte proportion de larves L3 L4. Courbe violette, donc notre référence, c'est le success 4. On voit eh bien, à partir du traitement B, puisqu'il n'y a eu qu'un seul traitement à ce moment-là, on voit bien une chute des larves L1 et L4. Donc on voit un effet flash du traitement au spinosade et une très bonne efficacité. Et quand on regarde donc les deux autres courbes, le capsanem, ce qu'on peut voir, c'est qu'au départ, on ne voit pas d'efficacité et on voit que l'accumulation des traitements permet une efficacité, puisque avec courbe bleue, 4 applications de capsanem, on voit la population de larves est la même en fin d'essai qu'au niveau du success 4, alors qu'avec 2 applications, on a un résultat intermédiaire. Ce qui se retrouve au niveau de la défoliation, en fait, puisque dans cet essai-là, on voit une forte défoliation dans le témoin, puisque juste à la fin du dernier traitement, on a déjà 50% du témoin qui est défolié, et une semaine après, 80%. On voit qu'au niveau de la défoliation, eh bien, avec 4 applications de capsanen, on a la même efficacité qu'avec le Success 4 en 2 applications. Par contre, 2 applications de capsanen ne permettent pas d'avoir une bonne efficacité, puisque on arrive à 40% de défoliation en fin d'essai.
Donc, par rapport à ces essais, on a fait une analyse multi-essais pour consolider les résultats et pour pouvoir aussi comparer les modalités qui n'étaient pas dans les mêmes essais. Donc, quand on regarde à gauche, en fait, c'est vrai que c'est pas très visible, on voit sur le graphe de gauche, c'est le nombre moyen de larves avant et après chaque passage, chaque traitement. Donc, ce qu'on voit, c'est que le témoin l'euthanasie, on voit une augmentation du nombre de larves après chaque traitement. Donc, ce qui montre l'inefficacité de l'euthanasie et donc ce qu'on avait bien pu démontrer dans les autres essais. Quand on regarde le spinosade, on voit qu'il y a un recul des populations entre avant et après chaque traitement. Donc, on voit bien l'effet flash qu'on a pu voir sur l'essai d'avant. Et pour les autres modalités qui sont Novodor, Limocide, Capsanen et caféine, on voit une stagnation en fait entre des populations avant et après chaque traitement. Et quand on regarde l'efficacité, donc le graphe de droite, quand on regarde l'efficacité totale des traitements sur les larves de dorifort, ce qu'on peut voir, c'est que, eh bien, par rapport à nos essais, on a pu voir que 4 applications de Capsanem avaient une aussi bonne efficacité que le Novodor et que le spinosade. Par contre, la caféine, on a bien une tendance à l'efficacité qui est moindre, mais et qui est ici non significatif par rapport aux témoins. Et donc, en conclusion, ce qu'on peut vous dire, c'est que à la fois la décoction de Tanésie, la macération dans l'alcool et la macération dans l'eau ou l'huile essentielle, eh bien, n'ont pas eu d'efficacité par rapport sur les larves de dorifort. Au niveau de la caféine, eh bien, on sait qu'une demi-dose ne permet pas d'avoir d'efficacité. Il aurait fallu faire des essais supplémentaires pour savoir si la caféine a un impact intéressant par rapport aux larves de dorifort. Par contre, on n'a pas fait de test en 2025 car la caféine n'est pas passée comme substance de base lors de son dernier passage en demande au niveau de l'Union européenne. Au niveau du limocide, on n'a pas trouvé d'efficacité. Au niveau du capsanem, seule la dose à 3 milliards permet de réduire les populations larvaires. Les 2 autres doses, en fait, nos résultats d'essai n'ont pas permis de savoir si une dose plus faible permettait d'avoir des résultats intéressants. Et sinon, le Novodor et le Success 4, qui sont eh bien, efficaces au niveau des larves de dorifort. Juste une petite question. Pardon, Samuel, est-ce que tu peux couper ton micro? Juste une petite question intermédiaire avant de passer aux autres essais. Il y a beaucoup de questions autour de la préparation de la caféine. Samuel, est-ce que tu peux préciser un petit peu ce que c'est que cette caféine, procédé d'obtention du produit et potentiellement, est-ce qu'une application simple de tisane de café fonctionnerait? Merci. Alors, la caféine qu'on a utilisée, c'est ce qui est utilisé dans les préparations type boisson énergisante. Donc, c'est de la caféine pure. Et donc, c'est pas, on n'est pas sur la même dose par rapport au café, en fait. Donc, on n'aurait pas les mêmes résultats, je pense, voilà, avec le café. C'est pour ça qu'on est parti sur de la caféine pure. Mais aujourd'hui, ce n'est pas autorisé, quoi. Je propose donc qu'on passe à la suite. Et donc, c'est Émilie ou Caroline, je ne sais plus qui prend la parole. C'est Émilie. Du coup, je vais prendre la suite. Donc, Émilie Janoyer, moi, je suis conseillère en maraîchage pour Bio Bourgogne-Franche-Comté. Et du coup, j'ai suivi un site expérimental en Bourgogne pendant les 3 ans d'essai. Donc là, je vais vous parler des essais qu'on a pu faire chez les producteurs sur 2 produits. Du coup, les nématodes et puis le bacillus. Du coup, on avait 6 sites de producteurs répartis dans la région.
qui ont appliqué, du coup, en 2024 et 2025, du coup, on a appliqué les nématodes, donc le produit commercial Capsanem, à la dose qui est préconisée, parce que du coup, ce produit est déjà homologué pour cet usage-là, qui est de 3 milliards de nématodes. Il y a une petite coquille. Voilà. Et il y a un site, il me semble, qui a essayé une demi-dose. Voilà. Mais là, sinon, la majorité des sites ont testé quand même à dose pleine parce que c'est plus sécurisant pour les producteurs. Donc, 4 applications ont été faites selon ce qui a été décrit précédemment dans le protocole de ce produit-là. Et le seuil de détection était le même qu'on a identifié tout à l'heure, donc 2 foyers pour 1000 mètres carrés. Au niveau de l'hygrométrie, on a suivi finalement les préconisations, donc 70 à 75% d'hygrométrie, donc traitement plutôt le soir. Donc 2024, c'est vrai que c'était une année qui était plutôt simple en termes d'hygrométrie, il pleuvait pas mal. 2025, ça a été un petit peu différent, mais on a pu quand même faire les choses dans les règles de l'art. Et du coup, en termes de retour producteur, si tu peux passer à l'autre diapo, super, merci. Ce que je ne vous ai pas précisé aussi, c'est qu'en fait, on a une variabilité de surface de pommes de terre aussi traitées. On avait des surfaces qui étaient plus petites, donc inférieures à 5000 m², jusqu'à 10 hectares. Donc, on avait vraiment les extrêmes. Ce qu'on a obtenu chez les producteurs, c'est qu'on avait une méthode qui était efficace, avec un bon potentiel de réduction, avec une efficacité qui était comparable. Donc après, c'est des essais producteurs, on n'a pas exactement la même rigueur scientifique et statistique qu'en station expérimentale, mais en tout cas, on a eu des bons résultats. Le principal, si on continue dans les points positifs, c'est que le produit il est moins rémanent que le spinosad. En fait, il nécessite le même matériel qu'un autre traitement phytosanitaire, qu'un pulvérisateur. Du coup, en fonction des surfaces, on traitait soit au pulvérisateur à dos, soit au pulvérisateur tracté. C'est un produit que l'on peut mélanger avec d'autres substances, dont le cuivre, et du coup, il peut n'y avoir qu'un seul passage pour plusieurs produits. Et le coût de la main-d'œuvre est pareil qu'un autre traitement phytosanitaire. Au niveau des points négatifs, donc on a le coût de l'intrant. Donc clairement, c'est le bas qui blesse. Donc on est à peu près, les coûts 2026, donc à 700 € par hectare pour les 4 traitements. Au niveau de la main-d'œuvre, on est 2 fois plus long, par exemple, qu'un traitement au spinosad, car il nécessite vraiment 4 passages, comme Samuel vous l'a décrit, pour qu'il y ait une efficacité du produit. Donc, les conditions d'application sont aussi un point d'attention. Donc, il faut vraiment qu'il y ait des bonnes conditions de température, d'hygrométrie, donc traitement le soir. Donc, c'est une application de produit. Donc, si on compare avec, par exemple, le spinosad, qui est moins plastique, on va dire, en termes d'application. Voilà. Donc, en termes de satisfaction producteur, le point négatif, donc le prix, le coût de l'intrant était pris en charge par le projet, donc ils n'ont pas vu ce frein-là. Donc, eux, ce qu'ils ont pu voir, c'était les contraintes d'application. Donc, pas la préparation de la bouillie, parce que ça, c'est assez simple, mais vraiment le fait de devoir traiter le soir, après 20h, 21h, en fonction du temps. Voilà, donc ça, c'était la contrainte. Et le point positif, c'est qu'ils n'ont pas trouvé que c'était plus compliqué qu'un autre traitement à appliquer. Au niveau de l'impact sur la biodiversité, donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas creusé. Il reste encore du travail à creuser. C'est l'impact potentiel sur les autres coléoptères.
parce que du coup, c'est un nématode qui est spécifique des coléoptères, mais qui n'est pas spécifique du doryphore. Donc, potentiellement, il pourrait y avoir un impact sur d'autres coléoptères, mais il faudrait faire des travaux de recherche un peu plus importants. Donc, voilà pour les nématodes et les producteurs. Ensuite, le BT. Du coup, il a été testé uniquement en 2025 chez les producteurs, vu qu'il y avait la dérogation 120 jours. Donc là, on va être sur un peu sur les mêmes freins que pour les nématodes, c'est-à-dire qu'on est un produit, c'est un organisme vivant, du coup, qui va nécessiter des conditions d'application bien particulières, d'hygrométrie de température, et pour le bacillus, il y a une sensibilité aux UV aussi qui est importante. Du coup, eh bien, il faut aussi l'appliquer le soir. Et c'est un traitement, comme pour les nématodes, qui est plutôt efficace sur des jeunes stades larvaires, donc L1, L2. Ce n'est pas inefficace sur les autres stades larvaires, mais on va dire que les larves sont plus coriaces à des stades plus vieux. Du coup, ben, il vaut mieux prendre tôt les choses. Voilà, donc en termes de coût, donc on était à peu près à 600 € par hectare, donc en 2026 pour 4 passages. Voilà, donc en termes de main-d'œuvre, voilà, il n'y a pas, c'est pas plus compliqué, on va dire qu'on est sur le même profil de produit que les nématodes, le bacillus, en termes de préparation de bouillie et d'application. La problématique qu'il peut en plus y avoir pour le bacillus, c'est qu'il est lessivable, en plus d'être photosensible. Donc, on estime qu'à partir de 20 mm de pluie, il est lessivable. Donc, il y a une application qui doit suivre la cadence de la pluviométrie. Voilà. Et pour l'impact sur la biodiversité, donc après, là, c'est pareil, c'est un impact qui est supposé sur d'autres arthropodes. Voilà, mais bon, ça, c'est à creuser. Voilà. Mais en tout cas, il a un spectre qui est quand même moins large que le spinosate, où on sait qu'il est quand même, on va dire, qui peut tuer des cibles un panel de cibles beaucoup plus importantes. Voilà. Et juste du coup, avant de passer à la lutte mécanique, il y a une question dans le chat par rapport à la quantité, donc 1000 litres hectare de bouillie, c'est beaucoup sur pommes de terre. Est-ce qu'il n'y a pas plein de bouillie qui part au sol par gouttage et donc perte de nématodes? Est-ce qu'il ne serait pas intéressant de réduire les volumes à 400 litres par hectare, par exemple, sans une perte d'efficacité? Est-ce que vous avez des éléments de réponse chez vos producteurs? Nous, on a vraiment testé les préconisations qui sont faites par la société qui commercialise, donc on n'a pas repoussé les limites pour utiliser moins de bouillie. Donc, on a vraiment tenu. Après, le feuillage était quand même bien développé pour, en tout cas, les 2 années là où on a testé les nématodes. Du coup, il n'y avait pas, c'était pas un retour, en tout cas, des producteurs qui noyaient leur but, par exemple. Voilà, donc pour le retour expérience producteur. Après, les autres collègues qui ont testé chez leurs producteurs, ou même Samuel, vous, si vous avez étudié un peu plus finement ce point-là. Je suis d'accord avec toi. De toute façon, nous, c'est quand les plantes sont bien développées, le fait d'avoir 1000 litres hectare, il n'y a pas de phénomène de ruissellement. Et puis, c'est le fait d'avoir une 1000 litres hectare, c'est comme il faut une bonne hygrométrie, une très grosse hygrométrie pour ces nématodes. En fait, 400 litres, on pourrait avoir plus de pertes justement c'est pour la recommandation de la firme, elle est de 1000 litres hectare à cause de cette hygrométrie qui est demandée pour les nématodes. Mais c'est vrai que c'est un frein pour Et peut-être que je peux... Bonjour, du coup, Caroline Lebris de Biocentre. Juste préciser en plus de mes collègues que par contre... On t'entend très mal, Caroline. Vous m'entendez pas?
Là, on t'entend très bien. C'est bon. Ok, Il y avait un lag. pardon. C'est juste pour préciser en plus de mes collègues que nous, ça a été un frein pour travailler sur des petites parcelles avec des pulvées à dos, ce volume de bouillie. Voilà. Donc c'était vraiment adapté à des outils tractés pour la pulvérisation. Sur un pulvé à dos, le nombre d'allers-retours, vu le volume, n'était pas envisageable. Pour la petite précision. Merci. Tu vas pouvoir garder la parole pour du coup la suite de la présentation. On va parler maintenant plutôt lutte mécanique. Donc moi j'ai travaillé avec des maraîchers, donc sur des petites parcelles, et on est sur 2 régions à avoir testé donc le Landorifort avec pour objectif donc de lutter mécaniquement alors contre les stades adultes et les grosses larves. Le principe, c'est d'avoir un outil qui vient avec un axe rotatif et soit des lanières, soit des plaques, taper sur le feuillage de la pomme de terre et qui envoie les doryphores contre le plexiglas que vous pouvez voir sur la photo et qui tombe dans une gouttière. Et au bout du rang, en fait, on peut les éliminer et les détruire manuellement. C'est un outil qui a été conçu par l'atelier paysan, mais aussi à la base en partenariat avec Agrobio 05, je crois. Il y a des fiches disponibles sur le site de l'atelier paysan pour le construire de A à Z en trouvant du matériel de récupération. Ça nécessite des bonnes ressources matérielles, mais on peut aussi acheter un kit prêt à souder à l'atelier paysan. Donc ça, en moyennant, là, le test qu'on a fait, c'était 6h30 de construction plus d'adaptation. On peut y mettre différents outils rotatifs. Souvent, on le connaît avec des balais. Là, nous, c'est une nouvelle version qu'on a testée plutôt avec des lanières ou des plaques plastiques. À savoir qu'il y a encore des adaptations possibles. Là, vous avez en photo un peu plus précise, voilà, une ficelle qui a été rajoutée pour gérer, parce que c'est la perceuse qui fait la rotation, et pour gérer la vitesse de rotation, du coup. On a aussi un besoin de bien adapter la hauteur par rapport à la hauteur des planches. Mais voilà donc à quoi ressemble cet outil-là. Et donc nous, on l'a testé en parcelles de pommes de terre sur la diapo suivante. Donc on a suivi les populations de doryphores avant et juste après le passage. Et on a observé sur les différentes parcelles, en moyenne, une efficacité de 60%. C'est-à-dire qu'on avait 60% des individus adultes et grosses larves, surtout, éliminés par un passage sur un rang. Il peut y avoir le conseil de faire un aller-retour, donc 2 passages. Nous, on ne l'a pas fait dans nos tests parce que d'un point de vue temps, ça augmentait fortement et surtout, il y a quand même une certaine destruction du feuillage et on avait peur que ça soit trop impactant. Un passage sur un rang, ça a quand même permis de maintenir une défoliation moyenne sur les parcelles à 30%. Elle était plus grosse que ça, la défoliation, sur des zones où il y avait une forte attaque, mais c'était assez exceptionnel. Donc 30%, ça reste gérable d'un point de vue impact sur le rendement. Mais il faut quand même noter que c'était une défoliation supérieure à ce qu'on a pu faire en gestion manuelle. Parce que la pratique classique des agriculteurs chez qui on a travaillé, c'est de faire de l'écrasage manuel, donc c'est bien plus précis. Donc là, ils sont restés à 10% max de défoliation de leur plan. Donc on voit que ça permet de gérer les populations, mais pas complètement. Par contre, ça a permis de passer 3 fois moins de temps à venir gérer les doryphores sur la parcelle. Donc globalement, si là on estime qu'avec nos 30% de défoliation, on n'a pas eu d'impact sur le rendement, ça laisse par contre des doryphores qui peuvent être sur la ferme et pour l'année suivante. Mais on a un gain de temps. Si on prend le coût du kit plus les temps de construction, on estime qu'on rentabilise l'achat de l'outil à peu près en 3 ans pour une parcelle de 5000 m². Pour conclure, c'est sur la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, c'est un outil qui est plus ergonomique qu'un écrasage à la main, qui nécessite donc pas de traitement, donc plus de sélectivité d'un point de vue biodiversité. Vous voyez la photo là du fond de la gouttière.
il n'y a pas que des doryphores. On a aussi eu, comme il y avait pas mal de pucerons sur les pommes de terre, des coccinelles adultes et larves. Mais ils sont beaucoup plus mobiles, donc elles s'en allaient rapidement, contrairement aux doryphores. Et en fait, en bout de rang, on arrive à éliminer, enfin à trier et à détruire que les doryphores. Du coup. Par contre, ce que vous pouvez voir là, c'est que dans la gouttière, il y a quand même un peu de feuillage. Donc ça, c'était vraiment le risque et l'appréhension de la ferme sur laquelle on a travaillé. Il y en a une autre sur laquelle c'était moins le cas, mais ça dépend un peu de la hauteur des plants et du type de lanière avec lequel on travaille. Donc ça, c'est un des désavantages. Attention, surtout en période humide, aux dégâts sur le feuillage. Il faut quand même des compétences en soudure. Après, je sais qu'il y a des stages possibles, je crois, avec l'atelier paysan là-dessus, mais voilà, c'est pas négligeable quand on veut se lancer. Là, ça reste un outil passé à la main en marchant. Quand on passe sur des plus grosses parcelles, il faut passer à l'outil tracté qui existe et qui commence à se diffuser un petit peu sur le territoire national. La satisfaction des producteurs qui l'ont testé, elle est moyenne. Globalement, ils partent tous les deux en 2026 sur une combinaison élan doryphore et traitement autorisé. Donc, soit en se disant j'ai une grosse attaque d'adultes, c'est là que je vais passer l'élan doryphore et je compléterai en voyant des larves sur le novodor, soit en se disant je garde l'élan doryphore pour si mon traitement n'a pas fonctionné, sachant que c'est pas si évident que ça de tomber au bon stade et dans les bonnes conditions climatiques, je compléterai sur les grosses larves mes traitements par un passage mécanique. Voilà, donc c'est un outil qui est encore en phase d'élaboration et d'adaptation et sur lequel le réseau va continuer à travailler avec l'atelier paysan. Il y a deux petites questions, non, trois petites questions pour toi. En termes de vitesse d'avancement et de conditions pédoclimatiques, donc tu as évoqué l'humidité, mais est-ce que tu as des éléments sur la vitesse d'avancement pour le coup pour le landoryphore? Et concernant la défoliation via l'outil, est-ce que c'est pas une ouverture pour le mildiou? Si, alors sur la défoliation, c'est pour ça que on a évité de le faire quand c'était un climat humide. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait un seul passage et pas deux. Mais là, on a trouvé des plaques plastiques qui sont un peu moins défoliatrices et à refaire, on partirait sur les plaques plastiques que vous avez vues sur la première diapo et qui font moins de défoliation que les lanières. Mais je crois que les balais font encore moins de défoliation. Mais par contre, sont peut-être un petit peu moins efficaces. Voilà, donc c'est une histoire de trouver le bon usage. Pour la vitesse d'avancement, c'est vraiment une vitesse d'avancement de marche. Je suis désolée, j'ai pas le chiffre là en tête, mais c'est vraiment une marche classique. Sachant que là, l'aspect rotatif, il est fait par la perceuse. On est un peu plus long quand c'est le landoryphore où la perceuse a été enlevée et où les balais tournent avec l'effort d'avancée et de rotation des roues. C'est clair. Et donc là, tu disais c'est bien un passage unique, c'était pour la question de la défoliation, non? Pardon, non, c'est un passage par semaine pendant la présence des doryphores. Donc nous, on est passé 5 semaines d'affilée. Alors qu'en écrasage manuel, ils sont passés 3 à 4 fois sur la pleine parcelle et plein d'autres petites fois ponctuellement. C'est vrai que je n'avais pas précisé. Merci. Je vous propose de passer à la suite puisque le temps file très vite. Marie, je te laisse reprendre la parole. Hop là. Donc, si on reprend la vie de notre doryphore, on va arriver à l'été, à la fin de l'été. Les pommes de terre souvent sont récoltées à cette période-là, donc on a un peu moins de ressources alimentaires. Et puis les conditions météo vont pousser le doryphore à envisager plutôt de rentrer en diapause plutôt que de recommencer un cycle, parce que les conditions ne seraient plus favorables au développement des larves. Donc, on le disait tout à l'heure dans le cycle, en fait, on va d'abord avoir une phase de nymphose avec une nymphe dans le sol. Les adultes émergent et puis, selon les conditions, ils se disent c'est OK, je continue mon cycle ou les conditions ne sont pas optimales et donc je vais plutôt rentrer en diapause
pour cette saison. Donc, les adultes, ils vont se nourrir pour stocker des réserves pour engager cette diapause. Et ils vont ensuite s'enfoncer dans le sol et attendre le printemps suivant. C'est une phase en fait où c'est assez difficile d'intervenir sur le cycle des doryphores parce que c'est une phase où on ne peut pas forcément jouer sur la mise en diapause ou pas des adultes. Les seules choses qu'on peut envisager, c'est effectivement de réduire leur accès à de la nourriture pour qu'ils ne puissent pas faire des réserves avant de rentrer en diapause, ce qui va faire qu'ils vont être moins résistants pendant leur diapause. Donc, en gros, bien détruire toutes les cultures de pommes de terre après la récolte et retirer toutes les éventuelles repousses. Et puis, on peut se préparer pour l'année suivante pour les méthodes de lutte. On ne peut pas, donc comme on disait, en fait, cette phase qui va être dans le sol, on ne peut pas forcément tuer les doryphores à cette période-là, mais on peut en tout cas limiter leur survie en créant des conditions qui sont moins favorables. Hop, je vais bien la suivante. Et puis, des choses dont on a parlé un petit peu tout au long du cycle et qui vont avoir un enjeu assez important pour la gestion des doryphores, c'est de mettre en œuvre une stratégie préventive. Et en fait, toutes ces mesures, on va parler plutôt de prophylaxie, vont permettre vraiment de limiter le développement des doryphores. Donc, en fait, on reprend des éléments du cycle, que ce soit entre la fin du cycle de l'année précédente ou le début avec l'émergence, avec le fait que les premiers adultes émergents ne vont pas voler avant de s'être nourris, le fait que l'émergence va dépendre de la température extérieure et de la température du sol, et pas forcément du stade de la plante. Puisqu'on disait il faut que la température du sol dépasse une dizaine de degrés pour que les adultes commencent à émerger. Et puis le fait que le doryphore, alors on a surtout parlé de pommes de terre parce que c'est la culture qui nous intéresse, mais ça reste un insecte qui consomme d'autres cultures de solanacées, notamment les aubergines, pour ceux qui vont avoir des cultures d'aubergines, mais aussi les morels, qui sont une plante sauvage qu'on peut trouver dans les bords de parcelles. Et puis, on parlait un peu de mobilité. Donc, la mobilité des adultes émergents qui n'ont un déplacement que terrestre, donc avant qu'ils volent, c'est quelques centaines de mètres. Donc, selon les études, on trouve entre 100 et 300 mètres. Voilà. Et la mobilité des adultes qui ont mangé et qui peuvent voler, elle peut être jusqu'à 3 km. Donc, c'est une mobilité qui reste quand même assez importante. Et ça peut poser problème dans les régions de production de pommes de terre. Qu'est-ce qu'on peut faire à cette période-là? Plusieurs choses qu'on peut mettre en place pour limiter leur développement, notamment sur, on en parlait, l'éloignement des parcelles. Et donc, ce qui est recommandé, c'est un éloignement des parcelles d'au moins 400 mètres. Donc, comme je disais, les adultes, quand ils émergent et qu'ils ont un développement juste par la marche, un déplacement juste par la marche, ils vont faire au maximum 300 mètres. Donc, en fait, on suppose qu'un espacement des parcelles de 400 mètres permet déjà de limiter leur accès à la ressource alimentaire. Et dans l'idéal, il faudrait limiter l'accès aux adultes qui volent aussi. Et donc là, on part sur des distances beaucoup plus importantes de plus de 3 km. Bien sûr, faire des rotations, et donc avec un délai de rotation, mais c'est pas seulement pour les doryphores, c'est aussi pour les autres problématiques qu'on peut retrouver sur pommes de terre. Dans tous les cas, les rotations sont indispensables. Et donc, par rapport à la gestion des doryphores, de pouvoir avoir des rotations d'au moins 4 ans, ça permet aussi de limiter la multiplication des doryphores. Voilà. Et puis, on peut jouer sur le choix variétal. On en parlait un petit peu avec l'effet attractif, notamment des plantes précoces. En fait, plus les plantes vont être développées, plus le doryphore va arriver tard sur la culture par rapport à son développement. Et donc, plus l'impact du doryphore va être limité sur le rendement. Donc, ça pourrait être un des paramètres sur lesquels on peut jouer en favorisant des variétés précoces qui vont être bien développées avant les attaques de doryphore.
Ça reste à discuter en fonction des débouchés de chacun, etc. Mais voilà. Et puis, on peut jouer sur un paramètre qui est la biodiversité de manière générale, avec... alors, on suppose qu'il y a assez peu de prédateurs naturels des dorifores, bien qu'il y ait quelques parasitoïdes qui étaient observés, et puis on suppose certains prédateurs des œufs, notamment. Et donc, le fait d'avoir une biodiversité globale autour des parcelles, ça permet de favoriser aussi une forme de régulation naturelle, même si l'efficacité, elle n'est pas suffisante pour la gestion des dorifores. Mais en tout cas, ça permet de limiter leur explosion. Je veux bien la dernière diapositive. Et donc, un dernier paramètre sur lequel on peut jouer, c'est plutôt, on se défocalise de la parcelle et on travaille plutôt sur le paysage. Parce que vous avez vu, les dorifores, c'est quand même des insectes qui sont mobiles. Et donc, il y a forcément une gestion à l'échelle du paysage et des territoires de production qui est à réfléchir. On va avoir un cycle et une multiplication, une propagation qui va dépendre des conditions météo. Et donc forcément, si l'environnement des parcelles et le paysage est moins favorable à la survie et au développement des dorifores, on va aussi pouvoir jouer sur ce paramètre-là. Et donc, on en parlait un peu, les actions de prophylaxie qui peuvent être menées à l'échelle d'une ferme, elles doivent être aussi réfléchies à une échelle plus globale, surtout quand on est dans des zones de production de pommes de terre, avec une réflexion collective sur les rotations de pommes de terre. Et puis un échange sur les méthodes de gestion entre voisins, agriculteurs et agricultrices. Un éloignement stratégique, donc on le disait, on peut le faire à l'échelle de sa ferme, mais il faut aussi le faire avec ses voisins. Et puis un nettoyage des bords de parcelles et de manière générale des bordures des fermes, parce que pour éliminer notamment les morels sauvages qui peuvent être une ressource alimentaire pour les dorifores. Voilà. Mais forcément, plus on est dans une zone de production de pommes de terre, plus ça va être difficile, et il y a un enjeu sur une gestion coordonnée entre les différents acteurs pour limiter le développement des dorifores. Il y a des petites questions, mais on n'a pas tout à fait les réponses dans le cadre du projet, en tout cas par rapport Alors, le fait que les coccinelles sont prédatrices, ça on le sait, mais on ne sait pas trop dans quelle mesure, enfin en tout cas on ne l'a pas du tout testé dans le cadre du projet. Il y a une question sur est-ce que les adultes ou les larves peuvent rester dans le sol plus d'une année? Donc Marie, je peux te laisser réagir par rapport à ça si tu veux. Alors, il me semble que dans la bibliographie, en tout cas qu'on a pu éplucher, on trouve une survie jusqu'à 2 ans. Ça fait partie des choses qui seraient à confirmer, je pense. Mais effectivement, et c'est pour ça aussi que la recommandation est de faire des rotations qui sont le plus long possible, parce qu'on suppose qu'il y a une survie qui est de plus d'1 an. Et la dernière question, là, c'est plutôt à l'échelle du projet, mais enfin, un peu en dehors du projet en l'occurrence. Quels sont les prédateurs et parasitoïdes connus? Donc, à noter que dans le cadre du projet, on a mené un gros travail de bibliographie et c'est référencé dans ce gros travail-là, bien qu'il y ait énormément de choses qui ne soient pas utilisables par les producteurs parce que non autorisés ou non endémiques. Voilà. Et dernière question avant de passer à la suite, est-ce qu'il existe des pièges type phéromones? Alors, pas à notre connaissance, et je ne sais pas. Non, j'allais dire, je ne sais pas si ça serait possible sur les dorifores. J'ai l'impression que, en tout cas, dans le développement des dorifores de manière générale,
qui sont plus attirés par les cultures et la ressource alimentaire que par les autres individus et qui se retrouvent de fait sur la ressource alimentaire. Donc, ça serait sûrement à explorer, mais il y a peut-être plus de choses à chercher du côté des molécules qui peuvent être émises par les cultures hôtes et notamment la pomme de terre, peut-être pour imaginer une gestion de ce type. Merci Marie. Et on va donc passer à la suite, et donc très rapidement parce qu'on est déjà presque en retard. Je vais vous présenter donc assez rapidement les outils disponibles à l'issue du projet. Donc sachant que vous trouverez tous ces outils sur deux sites, le site Produire Bio et le site de l'ITAB. On vous remettra tous les liens dans le cadre du replay du webinaire. Donc, en termes d'outils, il va y avoir des outils à destination des producteurs, conseillers techniciens et des outils plutôt expérimentateurs ou chercheurs. Donc, il va évidemment y avoir les replays des webinaires et il va surtout y avoir tout ce qu'on appelle donc TBA, le tableau des bioagresseurs, et le tableau de synthèse des leviers. Donc, ça, je vais vous le présenter un petit peu plus en détail juste après. Il va également y avoir 3 fiches techniques plutôt à destination donc, des producteurs et des conseillers techniques sur les leviers curatifs, les leviers préventifs et la synthèse de tous ces leviers. Différentes vidéos également, vidéos plutôt sur la biologie du doryphore et les leviers associés, donc une vidéo assez généraliste, et des vidéos témoignages sur des pratiques, donc la pratique du landoryphore et des plantes pièges. À destination des expérimentateurs-chercheurs, en plus des webinaires et du TBA et tableau des synthèses de levier, on va également avoir donc la synthèse du diagnostic des situations d'usage des alternatives aux spinosades et notamment les outils en tout cas qui ressortent comme étant intéressants pour les producteurs pour apprendre des nouvelles choses. Il va y avoir donc les analyses multi-sites et multi-années des essais, un récit d'expérimentation du site de l'ACPEL, enfin de la station de l'ACPEL sur ces essais sur doryphore, puis tous les comptes rendus d'expérimentation et les synthèses annuelles multi-sites. Et enfin, un petit peu entre toutes ces cibles-là, des résultats qui peuvent intéresser, il y a une traque à l'innovation qui a été menée dans le cadre d'un stage, donc qui a permis de répertorier des pratiques et en tout cas de contextualiser des pratiques dans le cadre d'une logique de structure, on va dire. Et puis tout ce qui va être rapport d'essai en pommes de terre conduit chez les producteurs qui seront également mis à disposition. Et donc très rapidement, un petit focus donc sur le tableau des bioagresseurs. Qu'est-ce que c'est? C'est globalement un livrable qui permet de réunir au même endroit, donc c'est assez massif, hein, vous le verrez, mais en un même endroit, donc c'est la première image à droite, une première colonne avec tous les éléments liés à la biologie du bioagresseur, est mis en regard du coup des leviers, enfin des fonctions visées pour gérer ce bioagresseur-là et les techniques associées. Et donc dans ce livrable-là, vous avez toutes les sources qui référencent ces leviers, ces techniques, etc. Et donc là, on a bien déjà pré-trié, c'est les leviers et techniques qui sont directement appropriables par les producteurs, donc exclusivement les techniques autorisées. Et donc, dans un second temps, il y a un tableau de synthèse des leviers qui a également été fait. Donc là, c'est une version qui reprend plutôt les données d'essai, les différentes sources bibliographiques, les conditions d'expérimentation, les échecs ou pas, pour apporter un peu une sorte d'indice de confiance sur le levier en question. Donc, c'est des choses un peu complémentaires. Et le deuxième petit focus que je voulais vous faire, donc c'est sur les vidéos, donc qui seront disponibles sur les 2 chaînes YouTube de la FNAB et de l'ITAB. Donc la première vidéo sur le cycle de vie du ravageur et les leviers mobilisables désolée pour cette faute, à ces différentes étapes. Et puis 2 autres vidéos témoignages, donc landoryphore et bande piège, avec vraiment là l'idée de présenter la mise en place de la pratique, les conseils associés par les producteurs, et puis leur niveau de satisfaction. Et je vais redonner la parole à Cécile pour conclure et vous donner les éléments à retenir.
Oui, merci Florine, mais je vais essayer d'aller rapidement parce qu'on a déjà dépassé l'heure de fin du webinaire. Donc du coup, dans les grandes lignes, ce qu'on retient, c'est que à chaque étape du cycle, il y a une occasion d'agir de différentes manières et que ce qu'on préconise avant tout, c'est d'empêcher en amont que les dorifores arrivent sur le champ. Et si jamais ils y arrivent, du coup, traiter avec des actions aussi bien mécaniques que biologiques. Et comme l'a souligné Marie, ce qui est particulièrement important, c'est de bien surveiller l'arrivée des populations pour pouvoir agir dès le départ et donc du coup de manière proportionnée. Et donc tout ça va vers une approche intégrée globale, donc qui mobilise différents, que ce soit la surveillance et différents moyens de curatifs, mais surtout préventifs, prophylaxie, pour réguler durablement les populations. Et donc d'adapter les solutions à chaque exploitation, pardon, en favorisant au maximum le préventif, la prophylaxie. Et donc, comme le soulignait aussi Marie, on engage à miser sur le collectif, que ce soit pour organiser l'observation sur le territoire ou pour échanger entre agriculteurs et agricultrices sur leurs différentes pratiques et les méthodes de lutte qu'on peut mettre en place aussi au niveau du territoire. Et la slide suivante. S'il te plaît, Elodie. Merci. Donc, en termes de méthode de lutte, donc pour récapituler rapidement, donc tout ce qui est prophylaxie pour défavoriser le développement du dorifort. Donc, on a mentionné les rotations culturales, l'éloignement entre les parcelles de pommes de terre de l'année N et de l'année N-1, la destruction des repousses de l'année précédente et la création de fossés. Et sur les méthodes préventives, donc du coup ici uniquement celles qu'on a testées, donc on peut retenir les pommes de terre précoces vu qu'on n'a pas trouvé d'efficacité sur tout ce qui est lin bleu et qu'il peut être testé d'essayer de le planter de manière plus précoce mais avec des contraintes qu'on n'a pas réussi à lever. Et donc du coup sur les pommes de terre précoces, des coûts matériels intrants et main d'œuvre qui vont dépendre du coup de si on met un voile ou pas et de la méthode curative donc pour se débarrasser des dorifores qui seront sur la bande piège. Et impact sur la biodiversité, bon, le lin est super, mais on n'a pas vu trop d'efficacité. Et sur les pommes de terre précoces, bon, on a mis vert, mais voilà, ça n'a pas d'impact. Enfin, ce qui peut avoir un impact, c'est la méthode qu'on retient. Et donc, on va voir dans les slides suivantes. Donc, on a essayé de mettre des couleurs pour pouvoir comparer, mais du coup, ça fait des choses peut-être un peu trop tranchées. Donc, à pas prendre juste comme ça, mais avec toutes les explications que vous avez pu avoir lors du webinaire. Et donc sur les méthodes curatives, donc là pour éliminer les dorifores une fois qu'ils sont là et éviter les dégâts. Donc encore une fois, mis ici uniquement les méthodes qu'on a testées dans le cadre du projet. Donc il y a tout ce qui est lutte physique, donc soit par gestion manuelle, du coup qui est super, mais qui prend beaucoup de temps. Et le landorifort, donc du coup qui va avoir une bonne efficacité, donc un peu moins que la gestion manuelle selon le nombre de passages, comme le montrait Caroline, mais du coup avec un coût de main d'œuvre moindre, parce qu'on passe moins de temps sur le matériel intrant. Donc comme le disait Caroline, il y a un coût d'entrée sur l'investissement de l'outil, mais qui est amorti sous 3 ans. Et l'impact sur la biodiversité, qui est globalement peu d'impact à condition de trier les éventuelles coccinelles qu'on aura récoltées avec l'outil. Et sur tout ce qui est lutte phytosanitaire, bon, le spinosade, donc les trois sont aussi efficaces que ce soit le spinosade, le BT Novodor ou les nématodes entomopathogènes. Ce qui va différer du coup sur les conditions d'utilisation, le spinosade est plus simple, mais du coup, comme remonter avec un impact sur la biodiversité non cible, non négligeable. Donc sur ce qui est BT et nématode, un coût de matériel un coût d'intrant qui est plus important que le spinosade et notamment dû au nombre de passages. Donc avec les nématodes entomopathogènes qui sont le plus cher. Du coup, le Novodor qui va dépendre du nombre de passages. Donc, comme disait Samuel, au moins 2 passages, peut-être un 3e selon l'invasion qui est nécessaire, peut-être un 4e.
Et donc, bon, en coût de main-d'œuvre, dû au nombre de passages répétés, pareil, ça va être adapté en fonction du nombre de passages. Et les impacts sur la biodiversité, donc on en a déjà parlé. Donc, du coup, des impacts théoriques sur la biodiversité, à voir aussi selon les implications, selon les conditions d'application, à quel point on les retrouve exactement sur le terrain ou pas. Donc voilà, pour le résumé, bref, des différentes techniques. Et ensuite, les perspectives qu'on a pu identifier suite au projet, bon, comme toujours, poursuivre les expérimentations parce qu'on n'a toujours pas tout creusé, et notamment sur tout ce qui est plan de campagne, plan de piège, pouvoir en tester des nouvelles. Améliorer l'efficacité de certaines alternatives comme le BT ou le Landorifort. Creuser tout ce qui est aménagement de la parcelle, donc fossé, on n'a pas du tout testé les fossés dans le cadre du projet, et puis donc on connaît l'efficacité, mais du coup à quel point c'est facile à mettre en place ou pas sur le terrain, tout ce qui est paillage et binage. En termes de robustesse de l'analyse statistique, du coup, ça serait utile d'inclure plus de répétitions d'essais, notamment pour l'endorifort, nématode. Et bon, on en a déjà parlé, mais du coup, mieux suivre tout ce qui est réellement impact sur la biodiversité en situation de production. Donc faire le lien, il y a, comme le disait Florine dans le chat, je crois, il y a d'autres essais qui sont poursuivis en dehors de ce projet avec lequel faire le lien, donc notamment sur les parasitoïdes, un projet par Innov3 PT, pardon. Et ça a été souligné dans certains commentaires aussi de pouvoir suivre des systèmes combinant plusieurs méthodes de gestion, puisque à chaque fois dans le projet, on s'est attelé à une seule méthode. Et Elodie, tu peux mettre la slide suivante, s'il te plaît. Merci. Affiner les connaissances sur la biologie. Vous avez aussi beaucoup de questions. Et on en a encore aussi. Donc du coup, affiner toutes ces connaissances sur la biologie du dorifort au niveau du sol, sa prédation possible par des organismes du sol et les déplacements des adultes sur les parcelles et autour. Rendre disponibles les alternatives ayant une efficacité prouvée. Donc, je vous l'ai dit en introduction de ce webinaire. BT Novodor, il revient sur le marché, mais à travers des demandes de dérogation 120 jours, qui est toujours une solution pas pérenne. Et donc, du coup, pour l'instant, ça marche. Mais l'idée, c'est il faudrait que la demande de réhomologation au niveau européen soit retenue, validée, et donc en attendant, on va continuer avec l'ITAB à faire des demandes de dérogation 120 jours, année par année. Et ensuite, bien sûr, valoriser ce qu'on a fait dans le projet, en particulier les méthodologies qui ont été déployées, donc notamment ce que vous avez présenté, Florine, sur la formalisation des connaissances dispersées à travers le tableau des bioagresseurs. Voilà, donc toujours des belles perspectives en vue. Et j'aimerais terminer ce webinaire un peu en retard, mais donc en remerciant les financeurs. Donc je vous l'avais dit, c'était un projet Ecophyto. Et donc remercier les ministères et l'OFB qui gèrent ces projets-là. Donc l'ensemble des partenaires, vous en avez vu une partie ici qui vous ont présenté les résultats. Il y a aussi tous les partenaires sur la partie fruits. Et bien sûr, tous les agriculteurs et agricultrices qui ont été mobilisés pour les essais, pour les enquêtes, les experts scientifiques et techniques sollicités pour pouvoir compléter les connaissances sur les ateliers des bioagresseurs et relecture de livrables. Et parmi les partenaires, on a bien sûr tous les conseillers, experts, expérimentateurs et aussi les stagiaires qu'on a pu accueillir au cours de ce projet. Et j'en finis par vous remercier, vous, d'avoir participé à ce webinaire pour qu'on puisse vous partager les résultats de ce projet.